Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur Djibouti. Il est 15 heures sur l'heure de ce journal avec ses principaux titres. Djibouti accueille un atelier régional sur les politiques culturelles et la gouvernance du patrimoine. Et une nouvelle du monde, Donald Trump et Xi Jinping réaffirment à Pékin l'importance du dialogue et de la coopération. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Le ministère de l'Énergie chargé de ressources naturelles sous la tutelle de l'UNESAR en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD et le Centre régional pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique a officiellement lancé les travaux du plan d'action national de refroidissement durable, initiative qui marque une étape majeure pour la réponse de Djibouti aux défis climatiques, énergétiques et sanitaires du XXIe siècle. Elle vise à structurer, moderniser et rendre durable l'ensemble du système de refroidissement du pays. C'est notamment la climatisation des bâtiments, la chaîne du froid alimentaire, la conservation des vaccins et les médicaments, ainsi que les infrastructures hospitalières et de l'urbanisme. Dans un contexte de forte chaleur et de demande croissante en climatisation, le NCAP permettra à la fois de protéger les populations et de réduire les pressions sur les réseaux électriques nationaux. Le plan encourage ainsi des solutions innovantes et sobres en énergie telles que l'architecture bioclimatique, ainsi que l'isolation thermique des bâtiments, l'utilisation d'équipements performants ainsi que l'intégration des énergies renouvelables. Sa mise en œuvre devra générer plusieurs retombées positives, réduction des coûts énergétiques et risque de surcharge des réseaux, ainsi que le renforcement de la sécurité alimentaire grâce à des meilleures conservations des produits médicaux. À travers ce programme, Djibouti s'inscrit pleinement dans la dynamique internationale du refroidissement durable, désormais reconnu par les Nations Unies comme infrastructure essentielle au titre que l'eau et l'électricité. National journey towards sustainable cooling and energy security. The development of Djibouti National Cooling Action Plan represents a strategic milestone. Et face à l'intensification des besoins énergétiques liés à une forte chaleur, le ministère de l'Énergie a procédé au lancement de ce plan d'action national de refroidissement durable. On l'écoute. Distingués invités, c'est un plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour le lancement d'un projet qui touche au cœur même de notre stratégie de développement, la gestion intelligente et durable de notre énergie. À l'honneur aussi de vous accueillir aujourd'hui pour marquer une étape décisive de notre stratégie nationale de maîtrise et de l'efficacité énergétique. Nous lançons officiellement l'élaboration du plan national d'action pour le refroidissement de la République de Djibouti. Ce plan d'action national rejoint la vision 2035 du gouvernement de la République de Djibouti initié par le chef de l'État, Al-Haj Ismaël Omar Guelleh, pour un développement durable et une croissance verte. À Djibouti, le thermomètre ne ment pas. Il nous dicte une réalité incontournable. Le froid est un besoin vital, mais aujourd'hui, ce besoin est devenu l'un des plus grands défis de notre système énergétique. Pour le ministère de l'Énergie, le refroidissement n'est pas un luxe, c'est une nécessité infrastructurelle. Et à Djibouti, la climatisation et la réfrigération représentent une part prédominante de la demande d'électricité. En particulier, pendant nos longs mois d'été, cette demande croissante, alimentée par l'urbanisation rapide et l'essor économique, exerce une pression constante sur nos capacités de production et de distribution. Ce plan d'action national pour le refroidissement que nous initions aujourd'hui, avec le soutien précieux des Cool Coalition et de l'UNEP, et bien sûr de recréer, n'est pas un simple document technique. C'est une feuille de route stratégique pour réduire notre indépendance énergétique en promouvant des équipements à haute efficacité. Ceci nous soulagera, bien entendu, la pression sur notre production électrique nationale.
Autre atelier, cette fois-ci sous la tutelle du ministère de l'Environnement et du Changement, à propos du changement climatique, placé sous le plan d'action nationale afin de préserver l'environnement, parle ainsi de préserver donc la biodiversité et l'environnement. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du secrétaire général auprès du ministère de l'Environnement pour plus de détails. Le golfe d'Aden constitue des écosystèmes d'une richesse exceptionnelle, abritant une biodiversité unique et offrant des moyens de subsistance à des millions de nos concitoyens. Cependant, ces ressources sont aujourd'hui soumises à de fortes pressions, notamment la surexploitation, le changement climatique, la pollution et les pratiques de pêche non durables. Face à ces défis, il est impératif de renforcer notre coopération régionale et d'adopter des approches intégrées et concertées. La première phase du projet FISH a permis de poser des bases solides en matière de gouvernance, de collecte de données et de renforcement des capacités. Il a aussi permis de réaliser des évaluations approfondies de l'état des pêches et des capacités de gestion et mettre à jour ou élaborer des plans d'action régionaux et nationaux harmonisés, notamment lutter contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée, protéger les zones de frais et réduire les prises accessoires, restaurer et améliorer la productivité des habitats essentiels tels que les mangroves, les récifs coralliens et les herbiers, renforcer les mesures de conservation des espèces vulnérables, notamment les requins, les tortues marines, les oiseaux de mer et les mammifères marins, moderniser les systèmes de suivi des déversements d'hydrocarbures afin de mieux prévenir, répondre et atténuer les impacts de la pollution pétrolière sur les pêches et leur habitat essentiel. Promotion de l'inclusion sociale, l'Agence nationale pour les personnes handicapées, CISA Ramos, en partenariat avec Sovereign Carbon Agency, a inauguré un atelier de couture dédié à l'autonomisation des femmes en situation de handicap, en particulier les mères de famille. Installé au sein du siège de l'ANPH, ce projet s'inscrit dans une démarche à la fois sociale et environnementale. L'atelier qui a été aménagé dans un conteneur recyclé, transformé en espace de travail moderne, fonctionnel et adapté aux besoins des bénéficiaires. Il est équipé de machines à coudre de dernière génération, d'un système de climatisation, d'un éclairage approprié, ainsi que des installations électriques permettant de travailler dans les meilleures conditions. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du directeur général de l'ANPH, de Ali Saïd Mahmoud, et de la chargée du projet de Sovereign Carbon Agency, Koran Abdijama. Les intervenants ont souligné l'importance de promouvoir les initiatives inclusives capables de créer des opportunités économiques pour les personnes vulnérables tout en intégrant solutions respectueuses de l'environnement. Selon les responsables du projet, cette initiative vise à offrir aux femmes en situation de handicap une formation pratique en couture afin de favoriser leur insertion professionnelle. Ainsi, pour plus de détails, je vous propose d'écouter la représentante de l'agence Carbone. Je tenais à remercier aussi le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour sa vision, car cela fait désormais 2 ans que nous avons entamé une collaboration avec l'ANPH et le réseau national d'Avenue 13, autour d'un projet simple dans son principe, mais ambitieux dans son impact.
la confection de sacs cabas recyclés destinés à la population djiboutienne afin de limiter la consommation de sachets plastiques qui polluent notre environnement. Cette initiative a grandi au-delà de nos attentes. Nous sommes passés donc de 100 sacs produits par mois à plus de 600 sacs aujourd'hui. Cette progression nous permet désormais de franchir une nouvelle étape avec l'ouverture de cet atelier qui offrira à une dizaine de nouvelles femmes d'accéder à un emploi et à une source de revenus durable. C'est précisément ce que l'on souhaite souligner aujourd'hui. Lorsqu'on parvient à unir les capacités humaines et les savoir-faire, ici de l'ANPH, en matière de formation et d'accompagnement, avec des opportunités d'avenir que représentent les emplois verts et les besoins croissants de notre pays de se tourner vers des solutions durables. Nous construisons donc un partenariat solide et je tiens à féliciter toute l'équipe de l'ANPH et son directeur général pour leur professionnalisme, car ces projets ont des impacts réels sur la vie de ces femmes, sur leur autonomie, leur dignité et leurs perspectives d'avenir, mais également sur la préservation de notre environnement. Promotion du patrimoine culturel, la République Djibouti accueille du 13 au 16 mai 2026 un atelier régional consacré à la politique culturelle et la gouvernance du patrimoine organisé en partenariat avec l'organisation arabe pour l'éducation et culture des sciences. Ce rendez-vous régional d'envergure réunit plusieurs pays dans le Comore, le Soudan, la Somalie, le Yémen, autour d'un objectif commun, renforcer les mécanismes de protection, de préservation et de valorisation du patrimoine culturel dans les pays arabes et dans la Corne de l'Afrique. Sous le thème des politiques culturelles et de la gouvernance du patrimoine, cette rencontre vise à favoriser les échanges d'expériences et de renforcer les capacités institutionnelles des États participants dans les domaines culturels. Les discussions portent également sur la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel, la promotion de la diversité culturelle ainsi que les stratégies visant à rendre la culture plus accessible aux populations. La politique culturelle renvoie à l'ensemble des actions publiques, dispositifs institutionnels, cadres juridiques et moyens financiers mobilisés par l'État afin de soutenir la création artistique, préserver le patrimoine et garantir l'accès à toutes les cultures. Au-delà des échanges techniques, cet atelier permettra également de réfléchir aux défis liés à la préservation de l'identité culturelle face aux transformations mondiales, tout en encourageant une coopération renforcée entre les pays participants. Cette dynamique de la LESCO qui s'inscrit dans une dynamique régionale visant à faire de la culture un levier. Et en accueillant cet atelier, Djibouti réaffirme ainsi son engagement en faveur de la promotion de la culture. Écoutons le directeur de l'ANPC. C'est un réel plaisir et un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel des 2 ateliers régionaux consacrés respectivement à la gouvernance de la culture et au patrimoine culturel organisés à Djibouti du 13 au 16 mai 2026. Permettez-moi, au nom de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, de souhaiter la bienvenue à l'ensemble des participants, des experts, délégations venues des pays frères de la région arabe, notamment le Comore. Mesdames, Messieurs, la culture et le patrimoine ne constituent pas uniquement des éléments de mémoire ou d'identité. Ils représentent aujourd'hui les leviers essentiels de cohésion sociale, de développement humain et de dialogue entre le peuple et de croissance économique durable. Pour faire court un peu, à travers ces 2 ateliers, les participants ici présents auront l'opportunité d'échanger autour de plusieurs thématiques essentielles, portant notamment sur les politiques culturelles, la gestion du patrimoine, le financement de la culture, l'entrepreneuriat créatif, la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, les mécanismes d'inventaire, la valorisation des éléments culturels, ainsi que les enjeux liés à la numérisation et à l'intelligence artificielle. Pour la République de Djibouti, ces ateliers s'inscrivent pleinement dans la vision des plus hautes autorités de l'État visant à promouvoir la culture comme facteur de développement, de stabilité et d'ouverture. Nous partons à Arta cette fois-ci dans le cadre du renforcement de l'employabilité des jeunes. Plusieurs bénéficiaires ont été formés, certifiés dans la région d'Arta.
L'Agence djiboutienne de développement social, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a poursuivi la remise des certificats aux jeunes bénéficiaires de son programme de formation professionnelle. Initiative qui s'inscrit dans le cadre des projets de protection sociale d'urgence et de réponse aux crises alimentaires financés par la Banque mondiale et mis en œuvre par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Au total, 75 jeunes de la région d'Arta, dont 29 issus du chef-lieu, ont reçu donc certificat après avoir achevé leur formation technique destinée à renforcer leurs compétences et leur employabilité sur le marché du travail. La cérémonie qui s'est tenue en présence des autorités régionales du MEMFOB ainsi que de la DDS, ainsi que les parents venus donc partager ce moment de célébration et de remise de certificats. Les responsables présents saluaient l'engagement des bénéficiaires et saluant l'importance de ces formations professionnelles comme levier essentiel pour l'insertion des jeunes dans le développement du capital humain. Cérémonie qui s'est achevée par la remise officielle de certificats dans une ambiance conviviale, marquant la réussite de cette nouvelle promotion de jeunes formés à travers des actions de la DDS, réaffirmant ainsi l'engagement en faveur de l'autonomisation des jeunes, du développement des compétences à l'échelle nationale. Il est vrai que derrière chaque formation reçue, il y a des compétences acquises. Et derrière chaque certificat remis à un jeune qui a suivi une formation, il y a un espoir d'embauche. Et derrière chaque embauche, il y a une autonomie financière. J'espère que les certificats qui vous seront remis tout à l'heure vont vous ouvrir les portes de l'embauche et du travail qui va vous permettre d'être autonome financièrement. Cette formation a été conduite conjointement par la Direction générale de la formation professionnelle avec la DDS. À ce titre, je voudrais vraiment adresser mes sincères félicitations et remerciements aux enseignants qui ont conduit cette formation à terme, mais également à toutes les parties prenantes qui ont rendu possible à cette formation. Avant de poursuivre ce journal, un communiqué que nous recevons à l'instant d'après le décret signé par le président de la République, la nomination d'Abdelkader Kamel Mohamed qui est nommé Premier ministre. Le présent décret est immédiatement exécutoire et sera publié au journal officiel de la République de Djibouti. Nous poursuivons avec les propos du préfet d'Arta. Pour célébrer la remise des certificats dans le cadre du projet de protection sociale d'urgence et de réponse aux crises alimentaires. Comme je l'ai déjà souligné auparavant à Demerjog, cette cérémonie marque l'aboutissement d'un processus mené durant une année entière. Au cours de cette période et grâce aux efforts conjoints de toutes les parties prenantes, plusieurs jeunes ont pu bénéficier de formations professionnelles enrichissantes dans le domaine de l'électricité, de l'informatique, de la cuisine, plongée sous-marine et j'en passe. Ce résultat témoigne non seulement de l'engagement des bénéficiaires, mais également de notre volonté commune de promouvoir l'insertion professionnelle, l'autonomisation des jeunes et le renforcement des capacités de notre communauté. Mes remerciements vont au ministère de l'Éducation, chargé de la formation professionnelle, et à la DDS, initiateur de ce projet. Écoutons à présent l'extrait et les propos du directeur de l'Agence de développement social. Clôture ainsi avec éclat la tournée des 5 régions de l'intérieur, en remettant aujourd'hui leur certificat à 29 jeunes lauréats repartis sur 3 filières de formation. La filière cuisine, avec 12 lauréats, constitue la plus grande cohorte d'Artaville, reflétant l'intérêt croissant des jeunes pour les métiers de la restauration. La plongée sous-marine, avec 10 certifiés, illustre le potentiel unique de la région côtière d'Arta dans le développement d'un tourisme durable et différencié. Chers jeunes lauréats, ce certificat que vous recevez aujourd'hui n'est pas une fin en soi, il est le point de départ d'une nouvelle étape dans votre vie. Il représente la reconnaissance officielle de vos compétences, de votre travail
et de votre détermination. Après Erta, nous continuons avec la ville de l'Unité, où une cérémonie d'adieu empreinte d'émotion et de reconnaissance a été organisée au conseil régional Djikil en l'honneur du chef de mission de l'OIM à Djibouti, Madame Tanja Pacifico, à l'occasion de son fin de mandat. À son arrivée, elle a été chaleureusement accueillie par le préfet de la région Djikil, Hassan Abdi Roblé, ainsi que par le président du conseil régional, Mahad Hussein Ahmed. Cérémonie qui a réuni les autorités locales, les personnels du bureau de l'OIM à Djikil, ainsi que plusieurs invités qui sont venus exprimer leur gratitude pour les efforts et l'engagement déployés par la chef de mission au service des communautés. Au cours de l'événement, plusieurs cadeaux d'adieu ont été remis par les autorités locales aux membres de l'OIM en signe de reconnaissance pour leur collaboration exemplaire et leur engagement en faveur du développement local. La rencontre a été également marquée par des moments symboliques de convivialité, notamment l'allumage de bougies d'adieu et le découpage d'un cadeau dans une ambiance assez chaleureuse et fraternelle. Cérémonie qui s'est achevée par un petit déjeuner offert par le président du conseil régional au l'honneur de la délégation ainsi que les invités. Et le président du conseil régional pour l'accueil aujourd'hui. C'est ma dernière visite à Djikil après 3 ans et demi à Djibouti. C'est une des premières villes que j'ai visitées à Djibouti en 2023 à mon arrivée. Et donc, ça m'a fait du bien de clôturer aussi le cycle de mon temps que je passais ici avec des personnes avec qui j'ai travaillé très bien et de voir tous les objectifs qu'on a pu atteindre ensemble et surtout le travail magnifique que la AVD est en train de faire ici en collaboration avec la préfecture et le conseil régional. Toutes nos félicitations pour ce beau travail et j'espère que ça pourra inspirer les autres régions aussi. Et nous irons cette fois-ci à Obok dans le cadre du renforcement de l'accès aux soins pour la population vulnérable. Le comité Afrique de secours à Djibouti, représentant l'association Al-Rahma International en coordination avec le ministère de la Santé, a lancé dans la région d'Obok des caravanes médicales multidisciplinaires placées sous le thème médicaments et guérison. Caravanes qui couvrent plusieurs spécialités essentielles, notamment la médecine interne, la cardiologie, la pédiatrie, la gynécologie obstétrique, l'ophtalmologie, la chirurgie et l'orthopédique. Une forte affluence de patients ont été enregistrés au centre médical hospitalier de Hayou, où consultations, examens, soins et médicaments ont été donc fournis gratuitement. En visite sur le terrain, le préfet adjoint a salué les efforts humanitaires du comité Afrique de secours, soulignant son rôle dans l'amélioration de l'accès aux soins et l'aménagement des souffrances des populations. Et dans le cadre du renforcement de l'accès aux soins, les caravanes médicales ont été lancées à Obok avec le comité Afrique de secours en coordination avec le ministère de la Santé. Ils ont permis donc à plus de 420 patients de bénéficier gratuitement de consultations, de soins, de médicaments de plusieurs spécialités médicales à la population d'Obok. Votre présence ici est un capital appui pour nous, ainsi que pour nos patients de cette communauté d'Obok. Donc nous remercions profondément l'effort de cette équipe d'Al-Rahma afin de rapprocher les soins spécialisés à nos patients. Merci infiniment. Et nous partons à Tajoura cette fois-ci dans le cadre du renforcement de lutte contre la contrebande de l'ensemble du territoire national, ainsi que les forces de sécurité ont mené une importante opération conjointe dans la région de Tajoura. Dans le cadre d'une semaine d'opérations intensives contre la contrebande et la division des douanes de la région de Tajoura, en étroite collaboration avec l'armée nationale djiboutienne et la police nationale, ont procédé à la saisie de 31 510 kilos de contrebande dans la sous-préfecture de Dora. À l'issue de cette opération, les services compétents ont immédiatement procédé à la destruction des marchandises saisies conformément à la procédure en vigueur. Les moyens de transport utilisés pour l'acheminement des produits illicites ont également été confisqués par les autorités, surpris par la rapidité de l'intervention forcée et engagée, ainsi que les contrebandiers ont pris la fuite et font actuellement l'objet de recherches actives. Et de là, nous passons dans l'actualité de nos frontières en visite à Addis Abeba. Le président français Emmanuel Macron a participé à une réunion trilatérale au siège de l'Union africaine, ainsi aux côtés du président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Souf, et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
Il a réaffirmé ainsi le soutien de la France aux efforts de l'Union africaine en matière de stabilité, de sécurité et de développement, ainsi que l'échange ont donc porté sur le renforcement des coopérations internationales, la prévention des conflits et la gestion des crises humanitaires en Afrique. Les participants ont également souligné la nécessité de renforcer les capacités des institutions africaines et de consolider la coopération entre l'Union africaine et l'ONU face aux défis régionaux. Au Moyen-Orient, cette fois-ci, 8 personnes, dont une femme et ses 2 enfants, ont été tués à la suite d'une frappe de drone attribuée à Israël, ayant visé 3 véhicules sur une route principale au sud de Beyrouth, selon le ministère libanais de la Santé. L'attaque a provoqué la destruction et l'incendie des véhicules, faisant également plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. Les secours et la défense civile sont rapidement intervenus pour évacuer les victimes et sécuriser la zone, tandis que les forces de sécurité ont ouvert une enquête. Donald Trump et Xi Jinping réaffirment donc à Pékin l'importance de dialogue et de coopération. Le président américain et son homologue chinois Xi Jinping ont salué jeudi à Pékin l'importance du dialogue, la coopération entre les 2 pays lors des discussions portant notamment sur le commerce, l'Iran et le Taïwan. Donald Trump a déclaré que les relations entre les États-Unis et la Chine serait meilleur que jamais, affirmant être honoré de son amitié avec le président chinois, estimant que les 2 pays auraient un avenir formidable. De son côté, Xi Jinping a insisté sur la nécessité pour Pékin et Washington d'être des partenaires et non des adversaires, soulignant que la coopération profite aux 2 parties, tandis que les confrontations nuisent mutuellement aux 2 parties. Ce sera tout, donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Téléjouté avec le journal de l'information. Restez avec nous, nos programmes continuent.